Je vous demande d'accueillir Julien Serre, maître de conférence à l'Institut des sciences du mouvement. Vous m'entendez? Ça marche? Parle plus proche. Vous avez certainement utilisé votre téléphone mobile pour venir jusqu'ici. Parfois, ça a été peut-être difficile de suivre les instructions de votre application favorite, Waze, comme on dit à Marseille. Et désespérément, vous avez suivi le petit point bleu qu'il y avait sur votre écran ou votre route virtuelle. Alors, vous avez besoin pour cela d'avoir une connexion au GPS. Vous activez la fonction de votre GPS, ça prend un certain temps. Ça coûte beaucoup d'énergie dans la batterie de votre téléphone mobile. Et le GPS, c'est la version américaine pour se localiser. Hein. Vous avez aussi la version GLONASS russe, la version européenne, Galileo, ou bien la version privée Starlink d'Elon Musk, et vous ne pourrez pas espérer vous localiser à mieux de 2,5 mètres avec ce système de localisation civile. Alors 2,5 mètres, c'est-à-dire d'ici à là, pour le téléphone mobile, c'est la même chose. Alors ça devrait vous inquiéter dans le futur, parce que imaginez un véhicule autonome ou un robot de livraison d'un kilomètre qui utiliserait uniquement le GPS. Il ne serait pas capable de savoir s'il roule à contresens ou dans le bon sens sur une route, ou alors à distinguer le trottoir de la route. Donc, personnellement, ça m'inquiète de me dire qu'on n'utiliserait que cette information-là pour se localiser. Enfin, vous êtes connecté certainement à un réseau mobile, vous avez besoin via la 4G, quand on arrive à détecter la 4G à Marseille, moi personnellement, je n'envisage pas de m'abonner à la 5G avant l'horizon 2030 à Marseille. Hein. Et donc, vous échangez en permanence des informations, notamment télécharger la carte. Vous avez besoin de télécharger la carte, ça nécessite beaucoup de gigaoctets de transmission d'informations. Et cela signifie que si vous perdez le réseau, vous ne savez pas où vous êtes et vous n'arrivez pas à suivre le petit point bleu sur votre application. D'autant plus que vous avez vu que ça ne marchait pas dans les tunnels, ça ne marche pas en intérieur, ça ne marche pas dans les parkings. Et en environnement complexe, ça ne marche pas non plus, tout simplement parce que les gratte-ciel, les canyons urbains, les immeubles masquent le ciel et donc vous n'arrivez pas à accéder aux informations GPS. Alors, avant de partir au travail le matin, je mets une cuillère de miel dans mon mug et je pense à Maya l'abeille qui fait ses petits trajets quotidiens pour aller récolter du nectar, du pollen, jusqu'à parfois 10 km de distance, ou bien à Mimi la fourmi, ici, je vous présente Mimi la fourmi, qui fait des trajets de quelques kilomètres pour venir récolter des graines et les ramener à son nid. Alors on pourrait se poser la question de comment ces petits animaux véritablement fonctionnent. Est-ce que c'est magique ? Eh bien, sachez que dans un œil d'abeille ou de fourmi, il y a environ 50 000 pixels. Hein. Ces petits animaux, si vous les amenez chez un ophtalmo, ils verront que les lettres Z et U, hein, en gros, pour résumer, alors que l'œil humain a 126 millions de pixels dans son œil. Et puis dans votre téléphone mobile, vous en avez 20 millions, hein, vous cherchez à en avoir toujours plus, et vous faites beaucoup de photos qui ont tendance à saturer en fait la mémoire de vos téléphones, et cette collection d'images aujourd'hui est utilisée pour pouvoir mieux localiser les véhicules. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que dans une petite cervelle de fourmis ou d'abeilles, est-ce que véritablement il y a besoin de stocker tout ça? Est-ce que le cerveau de l'abeille sature? Eh bien, sur ces problématiques que je travaille à l'Institut des sciences du mouvement à Marseille, essayer de comprendre comment, avec des petites imagettes, les capteurs qui sont utilisés par les insectes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les insectes voient des choses que nous ne pouvons percevoir. Elles ont des hypersens, capables de voir les ultraviolets, c'est assez curieux, capables de percevoir la lumière polarisée. Donc ça aussi, c'est quand même extraordinaire que ces petits animaux soient capables de le faire. Et donc, dans l'équipe auquel j'appartiens, l'équipe biorobotique de l'Institut des sciences du mouvement, on reconstruit ces petits capteurs, on reconstruit les réseaux de neurones qui sont utilisés par les petites abeilles et par Mimi la fourmi pour pouvoir faire des trajets qui peut-être un jour rendront service aux robots de livraison au dernier kilomètre à Marseille, parce que je rappelle que livrer des colis ou rendre des services de livraison, eh bien, ça coûte énormément d'énergie et donc ça participerait à la réduction de la consommation d'énergie et aussi de la réduction des émissions de CO2. Alors, je pense aussi des fois à Thomas Pesquet dans l'espace qui pourrait malencontreusement
faire échapper un outil qui viendrait rentrer en collision avec un satellite qui générerait des débris. Ces débris entraîneraient des accidents satellitaires et puis bon, vous pourriez perdre le GPS. Ou bien tout simplement, nous pourrions avoir une panne d'électricité, tout simplement parce que nos infrastructures consomment beaucoup d'énergie. Et donc c'est vrai que utiliser le biomimétisme qui utilise l'abonnement naturel, gratuit, la lumière naturelle, sur la base d'une vision passive, parcimonieuse, avec des calculs extrêmement légers, rapides, parce que les insectes sont très agiles, ils naviguent avec précision. L'objectif de l'industrie, c'est 5 cm. Alors une abeille et une fourmi, c'est exactement où elles se trouvent à 5 cm près. Donc on voit bien que c'est tout à fait possible. Et donc, mesdames et messieurs, en attendant le prétendu blackout de cet hiver, j'espère vous revoir l'année prochaine pour vous reparler de mes travaux de recherche. Merci pour votre attention. Merci, monsieur Julien Serre. Je vous raccompagne. Nous allons continuer à